Eh bien, bonjour. Nous sommes dans une drôle de situation, donc une retransmission de ce qui était prévu comme une table ronde, enfin une transmission. Je suis accompagné aujourd'hui de Camille Abel et de Thomas Perrodin. Camille Abel, qui est co-organisatrice du Monstre Festival, qui est historienne de l'art. Elle est actuellement responsable du Fonds d'art contemporain de la ville de Mérin, ancienne programmatrice du PTR et mélomane. Elle est rédactrice pour Le Courrier et elle écrit pour les milieux artistiques et culturels genevois. Alors que Thomas Perrodin est artiste, auteur et graphiste, cofondateur du Monstre Festival. Il fait partie du collectif d'artistes d'édition Hécatombe et enseigne le graphisme à l'ESBDI à Genève. Très présent sur la scène culturelle alternative genevoise, notamment dans le domaine de la musique, pour lequel il réalise affiches, flyers et pochettes. Il travaille aussi pour les milieux institutionnels et étrangers. Donc vous avez compris qu'il y a un lien entre ces deux personnes qui est le Monstre Festival. Leur présence n'est pas uniquement due à l'homonymie entre le festival et le sujet de notre exposition. Et on va peut-être ouvrir là-dessus, puisqu'il y a une collaboration entre Thomas et différents auteurs de Hécatombe et notre exposition Itzalae, sous la forme d'un atelier de création d'affiches et de fanzines et de dessins. Et peut-être qu'on peut commencer là-dessus, Thomas, pour nous présenter un peu le cadre de cet atelier et les résultats. Donc sur invitation de Paul Guidoni des bibliothèques municipales, il y avait une envie de collaborer avec le Monstre Festival. Comme pour le coup cette année 2020, l'édition du Festival était un peu compromise, on a décidé peut-être d'organiser un atelier à l'atelier Crash Papier, un atelier fanzine et affiches. Donc on a eu 3 après-midi en fait pour essayer de réaliser un peu des objets collectifs, les imprimer ensemble, les réaliser ensemble et puis que ces participants à l'atelier puissent avoir en fait un petit aperçu de ce que c'est qu'un peu les milieux DIY, ce que c'est de faire les choses un peu par soi-même, de se réapproprier des moyens de production pour réaliser soi-même en fait des choses de manière assez spontanée. Et le public de l'atelier, c'était pour enfants ou pas forcément? Alors pour le coup, on avait moins d'une dizaine de personnes, je pense 1000 personnes, et ça allait de 13 à 87 ans. Ok, donc c'était très ouvert, on a eu autant des familles que voilà. Super. Et type collaboratif entre les personnes? C'était un peu notre attention, donc on avait peu de temps, c'est-à-dire environ 4 heures par après-midi pour réaliser quelque chose. On s'est dit que peut-être ça pouvait être intéressant de travailler collectivement sur des images ensemble, à la manière un peu d'un cadavre exquis, mais disons moins dans les règles, un peu plus lâché comme ça. Donc on leur a proposé de faire donc une petite édition. Ouais. Je peux montrer cette formule-là. Donc il y a le principe d'un cahier qui est une feuille de papier sur laquelle on définit des pages avec un quadrillage, et ensuite on l'imprime et on la plie, on la graffe, et puis on a un petit livre. Très rapidement. Qui a la définition du fanzine en fait. Voilà. Là, c'est la production d'un fanzine. Et ce qui est impression, il y a aussi la technique d'impression. Oui, pour le coup, c'est réalisé en sérigraphie, car l'atelier Crash Papier qui est au sein de l'usine est un atelier d'impression en sérigraphie, donc il y a une technique de typon, une technique de chablon en fait un peu plus précise, on va dire. Donc impression couleur par couleur, et donc on a réalisé avec les participantes et les participants aussi une affiche collective. Donc voilà, en 2 couleurs, sur un papier de couleur aussi, pour le coup. Je crois que ça leur a bien plu d'imprimer aussi, de mettre la main à la pâte. Et puis il y a aussi une famille de 3 personnes qui a réalisé une affiche aussi. Donc voilà, on voit bien qu'en fait en 3 séances, on a pu quand même réaliser pas mal de choses de manière assez instantanée. Voilà. Et surtout, vous êtes familier un Crash Papier, l'accueil d'ateliers, etc. Ou c'est un truc que vous avez monté pour le coup et c'est une première expérience? C'est pas une première expérience, disons qu'on n'est pas vraiment un atelier d'apprentissage non plus, mais de temps en temps on organise effectivement des petits ateliers. On fonctionne beaucoup sur la rencontre aussi avec des partenaires, des acteurs en fait de la vie culturelle ou sociale à Genève. Et puis là on vient de finir aussi un atelier avec des personnes en décrochage scolaire avec l'association PACO. Et est-ce qu'il semble que la technique d'impression de la sérigraphie ou le dessin un peu libre de la bande dessinée, ça se prête bien à ce genre d'exercice? Parce qu'il y avait dans ce que j'ai trouvé assez chouette sur
la présentation de l'atelier était bien spécifiée qu'il n'y avait aucune compétence prérequise et que assez vite on arrive justement à des résultats assez satisfaisants. Justement, on produit des objets plutôt gratifiants, on produit des livres, des affiches. Ouais. Et du coup, par rapport ton enseignement de graphisme, qui est plus par l'informatique, est-ce qu'il te semble que le côté matériel, DAI, do it yourself, bricolage, ça peut être mieux à la transmission ou à l'apprentissage? Bah, c'est sûr que pouvoir décrocher aussi un peu des écrans pour se mettre pour le coup sur des écrans de sérigraphie qui sont autre chose, on passe forcément de quelque chose d'impalpable qui n'est que de la lumière et de l'information à quelque chose de physique. Donc il y a une physicalité de la matière, on se confronte. C'est pas si différent en vérité, il n'y a rien de péjoratif là-dedans que n'importe quel atelier, on va dire manuel, en fait, qu'on pourrait faire, de la céramique ou de la gravure. En fait, on ramène à quelque chose qui est un peu direct. Ouais. Et on évacue le côté artistique. Il y a un savoir-faire technique justement qui est déjà gratifiant en soi, on produit une image. Oui, le procédé magique aussi, Ouais. c'est voir un peu les étapes de production aussi de A à Z d'une image, d'un support imprimé. La question du beau dessin se pose moins justement. Oui, et puis on est aussi beaucoup là pour accompagner les gens, pour les décomplexer avec l'idée du beau dessin, en fait, voilà, qui est une chimère en fait. Non, l'esprit un peu inhibante comme ça. C'est ça. Et, que ce soit assez stimulant toujours avec ce genre d'exercice. Et toi, en tant qu'auteur, tu es avec Barbara Moli et Aude Barrios, qui sont aussi autrices de bande dessinée. Est-ce que c'est quelque chose qui nourrit aussi votre boulot? Est-ce que je pense à Frémok qui faisait ce genre d'atelier avec des plus liés à l'art brut, qui disait que la rencontre justement permettait aussi en tant qu'auteur de sortir des tics, des habitudes et des choses comme ça. Est-ce que vous, ça fait partie dans l'exercice d'apprentissage justement dans le lien avec ta pratique d'auteur ou celle de Barbara et de Aude? Bah, je ne m'exprimerai pas pour Barbara et Aude, même si je pense qu'elles sont assez sensibles en fait aux ateliers qu'elles donnent aussi régulièrement. Pour le coup, j'imagine qu'il y a forcément, comme dans l'enseignement, un feedback assez immédiat avec les étudiantes et les étudiants, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent réaliser, les styles graphiques, leurs codes, leurs iconographies, ce qu'ils aiment. Et tout ça, forcément, nous, on le redigère et puis il y a sûrement un moment où ça ressort aussi dans notre pratique d'avoir intégré un peu ces dialogues en fait, ces échanges. Merci, on va peut-être enchaîner sur tu as parlé du Monstre Festival de Crash Papier, qui est le lieu lié à l'impression dans l'usine, qui est le lieu qui accueille le monstre, et peut-être revenir justement sur ce Monstre Festival, où finalement le lien avec notre exposition se fait peut-être dans le rapport à la norme. On a beaucoup dit que le monstre, la figure du monstre, c'est ce qui échappe à une norme plus ou moins arbitraire. Et là, il y a ce même écart à la norme au niveau de l'édition. En fait, l'idée du monstre, c'est de faire un festival qui présente tout un pan éditorial qui n'est pas dans l'édition, dans les circuits traditionnels de l'édition. Et je ne sais pas si Camille, tu peux présenter, ou Thomas, tu étais aussi au départ, mais l'historique plutôt de comment ce festival s'est développé, a commencé et s'est développé. Je pense que ça a aussi bougé au fil du temps. La première année, c'est 2011. Hein. Ouais. 2011. Bah, justement, c'est à l'initiative de plusieurs personnes de l'atelier Crash Papier et de l'atelier de sérigraphie à l'usine. Il y avait cette idée de créer. C'était des gens, plein de personnes qui sont plus ou moins les mêmes qu'aujourd'hui, hein, quelques personnes en plus, qui ont eu envie de créer un événement autour de la micro-édition à l'usine, qui était un lieu qu'on pratiquait tous. On avait tous des expériences au sein du lieu qui s'arrêtaient, qui se continuaient, qui étaient épisodiques ou pas. Puis on avait, en fait, c'est vraiment une envie, je crois, de personnes qui avaient envie de faire ce chouette projet ensemble, de copains, quoi. Une aventure très humaine à la base, quoi. Et puis il y a une première édition, moi j'étais pas en 2011, peut-être toi, tu peux peut-être plus en parler. Oui, pour le coup, comme le dit Camille, effectivement il y a un truc un peu d'aventure humaine et puis c'est aussi quelque chose qui n'existait pas en fait à Genève ou sur le territoire roman un petit peu. Il y a un événement au théâtre de 21 à Lausanne. Pour le coup, j'ai plus l'impression que ça a eu lieu, je ne sais pas si ça aura encore lieu pour le coup. En tout cas, dans les milieux francophones et européens, autour de la micro-édition, il y a toujours eu des festivals et des événements où les gens pouvaient se retrouver, pouvaient montrer leur travail. Et puis, nous, on faisait un peu partie de ces milieux-là et on s'est dit, on pourrait faire ça à Genève, en fait, avec les ressources qu'il y a à l'usine, avec les associations qui seraient peut-être motivées et stimulées à participer à un projet comme ça. Pour le coup, en 2011, on a fait une première édition. Ça s'est super bien passé. Pour pouvoir financer un peu le contenu, c'est-à-dire pouvoir inviter les gens, défrayer les gens pour les expositions, pouvoir les nourrir, enfin en tout cas une attention portée à l'accueil qui nous était chère. On a quand même
dû organiser des soirées de soutien, ce qui fait qu'en fait, hormis l'utilisation d'un lieu qui est prêté par la ville, qui est l'usine, on n'a jamais eu à demander de subvention pour le festival, car on est aussi dans des milieux avec une éthique, en fait, où en fait, on ne parle pas que d'argent, en fait. Pour le coup, l'indépendance, la monstruosité, dont vous parliez, de ce dont on parle pendant le monstre, elle est aussi dans la forme, de comment on le fait, parce que c'est vraiment un objet assez étrange. Enfin, on est tous un monstre composé de tout, chacune des personnes. On est le côté organique, comme ça. On est 8 personnes, 8 amis en fait, qui ont, au fil des années, au début c'était toutes les années, après c'est devenu tous les 2 ans, au gré de nos envies, de nos fatigues, parce qu'à chaque fin d'édition on est épuisé, parce qu'on est tous bénévoles, on n'a même pas une association en fait, donc on n'a même pas la forme pour demander des subventions, mais du coup ça nous enlève beaucoup de contraintes. Alors c'est quelque chose qui est très organique comme ça, ouais, exactement. Ouais. Après c'est vrai, un investissement et des mois de préparation. Je pense qu'on se rencontre, le festival a lieu en général en mi-novembre, pour le coup dès janvier on est déjà à recommencer. Ça c'était le modèle annuel c'est vrai que quand on est parti sur l'idée de biennale, en fait c'était aussi plus facile pour nous. En termes d'énergie, on avait une année pour pouvoir se reposer et une année pour organiser le monstre. Parce que chaque année aussi le festival évolue, donc c'est devenu effectivement quelque chose d'assez massif au fil des éditions, parce que c'est pas seulement de la micro-édition. Enfin, il y a une convention sur les 2 jours dans les 2 espaces de l'usine, on invite près d'une cinquantaine, entre 50 et 80 collectifs chaque année qui viennent présenter leur boulot pendant le week-end, la journée. Après le soir, il y a des concerts dans plusieurs lieux de l'usine, donc les salles du Ré, les salles du théâtre, la Macno, le bar du premier étage, le Spoutnik, où on invite aussi souvent des collectifs en lien avec l'image, l'image en mouvement du coup. Donc ça devient vraiment quelque chose d'assez massif. On a eu une année où on était à Kugler aussi. Donc Hors les murs. Hors les murs, on présente aussi chaque fois quelque chose à Halle Nord, le lieu d'exposition qui est au Halle de Lille. Donc c'est vrai que c'est à la fois très organique, mais c'est vrai que c'est beaucoup de boulot. Hein, ouais. Et c'est pour ça qu'on en ressort assez lessivé. Moi, je c'était la dernière fois. Mais ce qui me frappe, c'est du coup, effectivement, ce phénomène de micro-édition. Je ne suis même pas sûr que le terme existait en 2011, en fait. C'est quelque chose qui, me semble-t-il, mobilise de plus en plus de monde et a aussi une visibilité qui me semble accrue. C'est quelque chose que vous avez aussi ressenti autour des structures que vous invitez, au niveau du public. Oui, parce que moi j'ai l'impression que c'est aussi que ça s'explique parce que c'est une façon de faire des choses qui n'est pas seulement non plus dans l'image du papier. Parce qu'en fait, il y a plein de déclinaisons, ça a beaucoup de lien avec le monde de la musique, avec plein de différents genres et formes d'expression artistique qui touchent du coup plein de personnes différentes, qui se rejoignent, en tout cas durant le Monstre Festival, c'est ça que je trouve. Enfin, qu'on voit, il n'y a pas que des experts de la micro-édition qui courent tous les festivals en Europe. Il y a vraiment, c'est très rassembleur, ça devient presque une famille comme ça, qui se retrouve autour de cet univers de la micro-édition, il me semble. Oui, et finalement, qu'il y a le droit, un truc plus général, qu'est-ce qu'il y a d'indépendance, de circuit parallèle, de contre-culture, de sous-culture, de petits moyens. Voilà, de petits moyens. Et de maîtrise aussi des moyens de production, ouais. qui détermine aussi ce terme micro-édition élargi du fanzine à la musique, par exemple, à des labels qui sortiraient des cassettes. La cassette et le fanzine, pour le coup, on est exactement sur la même échelle, c'est-à-dire une photocopieuse d'un côté, un duplicateur de cassette, et on en fait selon ce qu'on a. On les diffuse, on les vend, et peut-être qu'on peut en refaire quelques-unes, mais il n'y a pas d'engagement financier en fait, qui pourrait mettre en péril la structure qui est déjà fragile d'un label indépendant ou d'une maison d'édition qui ferait des fanzines ou de la micro-édition. Puis au même titre, au sein de l'équipe, on fonctionne de la même façon, parce qu'en fait, il n'y a pas de poste, on n'a pas de responsabilité spécifique les uns par rapport aux autres, on fonctionne vraiment aux envies, aux forces qu'on a au moment qu'on peut mettre à ce moment-là, et en essayant d'être le plus à l'écoute les uns des autres possible. Et puis finalement on est tous un peu très polyvalents en fait. En amont du festival, ce
Parce qu'il y a des gens qui avaient plus d'expérience dans effectivement l'organisation de concerts, l'organisation d'événements culturels, d'autres qui sont plus comme Thomas, Aude, Barbara, eux-mêmes, artistes, producteurs. Enfin, il y a vraiment un peu tous les différentes personnes dans ce collectif. Et puis c'est ce côté un peu DIY, quoi. On fait avec ce qu'on est, quoi. Ouais. Ce qu'on a et ce qu'on est. Et il me semble que dans la bande dessinée, c'est aussi un truc qui s'est accru ces dernières années, où il y a une sorte de retour à l'underground. J'ai l'impression que pendant longtemps, à la fin des années 90, choses comme ça, il y avait l'idée de justement forcer la porte d'entrée justement des structures industrielles. Et là, il y a une sorte de reflux où finalement plusieurs structures préfèrent rester petites pour éviter justement de se faire récupérer, l'association, l'édition explose, parce qu'ils n'arrivent pas à suivre la production, parce que ça n'arrive pas justement à s'inscrire dans cette fameuse chaîne du livre qui est problématique. Et il me semble qu'il y a de plus en plus ça, d'ailleurs, vous avez fait le Underground, qui parle un peu de ça, dans des BD que Hécatombe avait édité. Et j'aimerais peut-être un peu parler justement là du apprécié Hécatombe, de Thomas qui est partie prenante de cette structure, qui a déjà une certaine histoire, qui existait aussi pendant un certain nombre d'années, et qui a toujours jamais rentré justement dans le circuit traditionnel de l'édition. Donc l'intérêt c'est de décrire d'une part le fonctionnement, c'est une des rares maisons d'édition qui est aussi et avant tout un collectif d'artistes. C'est assez rare dans le milieu éditorial, en plus que sur la durée que ça tienne. Donc est-ce que tu arriverais à nous présenter un peu le fonctionnement d'Hécatombe? Oui, pour le coup, Hécatombe, c'est une maison d'édition qui a été fondée par des anciens des Arts appliqués il y a une quinzaine d'années et que j'ai intégré il y a 8 ans maintenant, avec un premier livre que j'avais réalisé. Pour le coup, c'est vrai que ce n'est pas une maison d'édition au sens traditionnel du terme. En général, on envoie à une maison d'édition un manuscrit ou sa bande dessinée qu'on aimerait imprimer, et puis la maison d'édition juge si elle va l'imprimer ou pas. Nous, on ne fonctionne pas comme ça parce qu'on n'a pas de comité éditorial, on est 5 autrices et auteurs, et en fait, on élabore nos projets. C'est une structure qui nous permet d'éditer nos projets éditoriaux. Donc, au début, je pense qu'il y avait une volonté de créer des collections au sein d'Hécatombe, et il y a un moment où il y a eu toute une dynamique dans les milieux de la micro-édition autour du livre-objet, de se dire ah mais en fait la forme du livre pourrait parler du contenu et inversement les deux pourraient dialoguer, et c'est vrai qu'on a un peu enfoncé la brèche avec, enfin non pas dans notre coin, hein, je dis, pas de manière générale en fait pour essayer de faire des choses qui pouvaient aller de cet ordre-là. Donc en fait ça donne aussi un catalogue éditorial qui va du livre unique à des livres imprimés à 1500 exemplaires ou 1000 exemplaires. Donc en fait, on se retrouve avec les différents types de chaînes de production. Elle serait un peu plus classique comme l'imprimerie offset qu'on retrouve un peu partout, qui permet de produire en grande quantité, et puis d'autres objets plus intimes qui ne sont pas liés à la diffusion en librairie, par exemple, qui vont être peut-être mises dans des librairies mais de manière très précise. Qui ne répondent pas du tout aux mêmes critères. Et pour le coup, c'est tout ça, c'est l'édition et la narration en soi qui nous intéressent et qui nous réunit dans Hécatombe. Je pense le fait aussi que tu évoquais, Raphaël, cette idée que, quand tu prends un exemple, à la fin des années 90 avec l'association qui disait non mais en fait la bande dessinée indépendante doit pouvoir traverser les librairies, ils ont très bien fait le travail, mais je crois qu'effectivement tu deviens autre chose en termes de structure quand tu veux toucher ce truc-là. Ça met en péril beaucoup de structures. Tu te retrouves, c'est comme le Monstre Festival, tu te retrouves en fait avec des contraintes de calendrier, de production, de budget, et en fait si tu te plantes et c'est fini. Voilà. Alors que de tirage, d'importance de tirage, tu dois fournir toutes les librairies. Tout à fait. Donc pour le coup, en fait, à l'interne du collectif chez Hécatombe, quand on a envie d'un projet, en fait, on le pilote nous-mêmes, et puis on est tous là pour se conseiller les unes et les uns les autres, en fait, pour savoir comment ce serait au mieux. Donc en soi, on en parle avec les autres, on sort un livre, on en parle avec les autres, il y a beaucoup de dialogue. Mais c'est vrai que c'est une formule particulière, et je crois aussi qu'on ne se presse pas de faire des livres. On fait des livres et finalement ça va, on ne sort pas non plus un livre tous les 10 ans, on sort quand même, je pense, 1 ou 2 livres par an, mais c'est vrai qu'on n'est pas dans l'urgence du catalogue et de juste faire un livre pour faire un livre. Je suis pas sûr que ça nous intéresse vraiment. Comme le monstre de nous. Comme le monstre ne se presse pas non plus. C'est effectivement un luxe, on dit le luxe de l'indépendance. Je pense pouvoir se permettre. C'est le luxe et c'est un choix où
c'est un risque aussi, parce que je pense que c'est lié à la question salariale. Parce qu'en gros, si on peut travailler comme ça, c'est qu'on gagne notre vie ailleurs, en fait, et qu'on fait le choix de mettre notre énergie là, ensemble. Mais si on en dépendait pour payer nos loyers et remplir nos frigos, eh ben, c'est clair que la notion de se planter, elle serait vachement plus forte. Nous, et c'est Hécatombe de la même façon, en fait. Je pense aussi. En fait, ça plaide pour le revenu universel. Enfin, en fait. Non, mais. Non, mais dans une vision réaliste des choses, c'est évident qu'évoluer dans des milieux un peu particuliers éditoriaux, c'est sûr que c'est pas viable en termes de survie. C'est évident que c'est quelque chose qu'on fait par passion, par nécessité artistique, on va dire. Voilà. Fallait l'enseigner. C'est le revers de la médaille. C'est la base des artistes qui peuvent pas mettre en pratique ce qu'ils vont. Mais bon, on va revenir un peu au catalogue d'Hécatombe. Moi, ce que je retiens, ce que tu dis, c'est l'idée que chaque livre est unique. Il n'y a pas une la collection qui est à la base qui structure un catalogue éditorial, qui permet justement une reconnaissance en librairie. Et là, il n'y a pas l'identité, passe pas par la collection. Donc il y a vraiment cette idée que du coup, tout est libre, il n'y a pas de standards éditoriaux au niveau du format aussi. Chaque livre a une forme différente. Tu montres bien avec ceci quelque chose d'assez improbable, hein, le fanzine cubique, qui est vraiment là un volume au sens propre, comme ça, qui est affirmé. Et donc il y a des projets personnels, comme tu disais, où chaque auteur pilote son projet. Et il y a différents projets justement collectifs, c'est aussi un collectif, qui sont présents, qui jalonnent vos activités. Et, je sais pas, on peut parler, alors j'avais ici ceci par exemple, qui est une collaboration toujours entre un auteur, c'était le tien justement, d'Hécatombe, et Antoine, et un des membres du collectif, où l'idée était de produire un livre lors de... À chaque fois, alors, une autrice ou un auteur une autrice ou un auteur d'Hécatombe en fait rejoignait Antoine Fischer, membre du collectif, pour faire avec lui un livre en sérigraphie à 150 exemplaires. Donc, pas mal de balades graphiques, de bestiaires, de catalogues autour d'un thème. Et là, pour le coup, il y a une forme de charte graphique pour ce projet éditorial. Les quatre livres qui ont été réalisés sont pour le coup au même format. Voilà, là, il y a une idée de collection. Mais sinon, on est sur des choses très disparates, effectivement. Voilà. C'est un livre que j'ai réalisé en novembre de l'année dernière avec Fred Fiva aussi, donc c'est un objet en sérigraphie. Voilà, mais on voit bien en fait que c'est des choses quand même assez... on se retrouve avec le cube qui est un objet collectif avec 90 autrices et auteurs qui ont participé, qui ont fait 9 pages chacun. C'est un projet piloté par Yanis Lamakia chez Hécatombe. Pour le coup, là on est vraiment dans un objet hybride car l'intérieur a été imprimé avec une technique industrielle offset, mais on s'est occupé de faire les tranches au pistolet à peinture, les différentes faces en sérigraphie, puis c'est reparti à l'usine pour être assemblé. Et Yanis, dans son esprit tout mathématique, a réussi à trouver une combinatoire qui fait qu'il n'y a aucun exemplaire qui a les mêmes faces. Et voilà, sur 999 exemplaires, ça a été un sacré boulot. Voilà. C'est un cube qui est fait en base 9, qui fait 9 sur 9 cm sur 9 cm sur 9 cm, c'est à 999 exemplaires. Avec 90 auteurs qui font 9 pages voilà, chacun, systématique. Il y a 900 pages, et coûte 9 par 9, 81 francs. Il n'en reste plus beaucoup. Et ce qui m'intéressait aussi, là on a parlé vraiment de matérialité de l'objet, de salir les mains, de sérigraphie, etc. Et il y a aussi, justement, depuis récemment, la collection RVB. Vous avez ici une carte avec en fait un fantôme de livres, qui est une collection, là pour le coup, de livres numériques, purement numériques. Et je trouve assez intéressant de faire ce grand écart comme ça entre vraiment l'autoproduction au sens propre et une réflexion sur ce médium qui est aussi matériel, mais autrement matériel qu'un dessin numérique. Et ça, tu es moins concerné par cette collection, c'est un peu Yanis Lamakia. Pour le coup, c'est aussi un projet éditorial de Yanis Lamakia. Et l'idée n'est pas de faire un simple blog ou un simple blog, je dis simple parce que ça a été très usité en fait dans la bande dessinée sur internet, mais de vraiment imaginer l'écran comme un possible territoire expérimental et narratif pour la bande dessinée sans tomber dans le jeu vidéo. Et c'est là que ça devient assez intéressant, je pense, comme démarche, c'est de se dire finalement c'est un support infini. C'est des écrans et des écrans, on peut en faire ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on peut créer de narratif et d'intéressant à travers ça. Donc il y a plusieurs récits qui sont sortis avec
des modes narratifs assez variés. Et, voilà. Et puis un des derniers qui est sorti, c'est celui de Pierre Schilling. Sur la Rhôde. Sur la Rhôde, voilà, qui est d'ailleurs en compétition pour le prix Topfer. Et voilà, c'est assez drôle de voir, d'imaginer voilà, des choses en plus dématérialisées. Enfin, voilà, c'est des chouettes possibles. Donc voilà, il y a cet axe aussi. RVB, c'est hébergé chez Hécatombe. C'est voilà, c'est une nouvelle approche éditoriale que Yanis Lamaki a lancée il y a 3 ans. Et ce qui m'intéresse, d'une part, c'est qu'il y a l'idée aussi que justement de concevoir des projets qui ne sont pas pensables sous forme de papier, notamment qu'il y a une plus-value de l'écran, de la forme numérique. Et en fait, là, en l'occurrence, on revient, il y a une collection où il y a un suivi éditorial. Et là, normalement, on a l'habitude à la bande dessinée numérique d'avoir des choses qui flottent un peu sur le net, qu'on croise par hasard, etc. Et là, il y a un réel suivi éditorial, il y a le rassemblement dans une collection, et il y a le passage par circuit librairie. Donc il y a une manière aussi d'intégrer la production de bande dessinée numérique au milieu éditorial plus traditionnel, qui est aussi une sorte de tension entre l'objet livre finalement et l'objet livre numérique, que je trouve assez intéressant. Enfin, c'était vraiment aussi pour marquer un peu le coup de la création de la collection, il fallait qu'il y ait quelque chose de physique en librairie, même si c'était un petit objet, une petite carte, mais il fallait qu'il y ait cet élément pour faire comprendre aux gens qu'il y avait ça ailleurs. Parce que ça aurait été trop dilué si ça avait été complètement dématérialisé dès le départ, s'il n'y avait pas eu de support, un support physique pour ancrer le. Mais que vous avez laissé tomber, je crois, pour les derniers. Maintenant, on est uniquement dans le suivi numérique. Ouais. Ensuite, c'est lié aussi à des moyens de production, mais je pense que c'était important de lancer un objet physique au départ. Oui, on a toujours ce réflexe comme ça, on a besoin d'ancrer tout ça. Et pour revenir un peu peut-être à la situation actuelle, qui est particulière, vous voyez à nos visages, est-ce que, d'une part, le micro, on a parlé de la crise du livre qui a déjà pris un moment, mais qui est accrue par la pandémie qui est en cours, est-ce que le milieu de la micro-édition, vous avez l'impression, de par son économie particulière parallèle, est aussi affecté que le milieu éditorial traditionnel, ou différemment affecté? Vous ne savez pas comment, est-ce que vous le ressentez ou pas encore? Je pense qu'elle est extrêmement affectée par la situation des libraires, qu'il doit y avoir par exemple en France et en Belgique, je pense, et même des libraires indépendants qui sont fermés un peu partout, parce que dépendent de ça, même si ils sont moins liés à la chaîne de diffusion, on va dire, donc c'est des objets plus intimes. C'est les acteurs qui sont touchés. En fait, tous les acteurs de ce milieu-là, qui sont en général des travailleurs de la culture, qui vont, pour ce qui est de la Suisse, pour l'instant, on est dans le début de la première saison post-Covid. La première saison, le mot d'ordre, enfin la saison dernière, le mot d'ordre c'était les subventions payées doivent être, attribuées doivent être payées, donc les artistes jusqu'à là ont été salariés, maintenant il y a le chômage. Mais ça va être en juin 2021 que ça va être moins drôle. Mais forcément, c'est tous ces gens-là qui font le monstre. Enfin, le monstre et le milieu généralement le milieu de la micro-édition. Mais bon, finalement, le constat est plus général qu'au milieu de la micro-édition. Mais je crois que. Parce que les moyens, ils ne sont pas tellement impactés. Parce que, bon, justement, la créativité, de continuer à dessiner, à fabriquer des choses à petits moyens, ça, je pense que justement, ça peut continuer. Ça continue même assez bien. Mais par contre, ça veut dire les acteurs en tant qu'individus de ce milieu. Et du coup, moi je suis assez inquiète de voir comment tout va en ressortir, quoi. Comment les gens surtout vont en ressortir. Et pour le monstre, on va s'en tirer, le festival? Alors, le monstre, moi je suis moins inquiète pour le monstre. Le monstre se porte bien? Non, il ne se porte pas, pour l'instant il dort. Il récupère. Ouais, il récupère, il hiberne. Il obéit au mot d'ordre de se confiner. Non, c'est vrai qu'en fait, normalement, il y aurait dû avoir une édition en 2020. Donc maintenant, voilà, cette année. Nous, on avait le projet, on en avait parlé en début d'année. On devait se voir au tout début d'année pour relancer. Comme chaque année d'ailleurs, on fait des réflexions sur la forme. Et là, on s'apprêtait à bien réfléchir et certainement à modifier un petit peu la forme, parce que c'est vrai qu'on se fait toujours un peu déborder par nos envies quand on organise, puis c'est quand même assez éprouvant. L'enthousiasme. Voilà. Après, le festival, on est assez épuisé, donc là, voilà. Et puis on a été arrêté, et c'est vrai qu'on n'a pas relancé. On s'est pour l'instant arrêté là, et puis, mais on a toute liberté de relancer en 2021, ça va dépendre
en gros, pas tellement de nous. Ouais. Nous, on est tout content de se voir. Et puis, mais on se voit moins. Je pense qu'on sera heureux de refaire une édition en Bah oui, 2021 je si pense les conditions le permettent. d'autant plus, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Bah oui. Parce qu'on aura vraiment beaucoup dormi. J'ai pas d'énergie, d'enthousiasme. Ouais, dormi, mais je pense pour beaucoup de gens dans les milieux de la micro-édition, que ce soit dans le dessin ou dans les milieux culturels, en fait, c'est aussi un moment de. Il y a énormément d'événements annulés, oui, mais c'est aussi un gros temps de production. Pour le coup. Bah oui. C'est beaucoup de temps pour faire de la musique, c'est beaucoup de temps pour faire des livres, ou pour faire des choses en tout cas. Donc, quand tu parlais de l'impact en fait de ces tout petits éditeurs, finalement, tu te retrouves avec des gens qui ont des fois plus de visibilité sur les réseaux sociaux. Donc, peut-être c'est plus via une forme dématérialisée, en fait, qui vont réussir à s'en sortir économiquement et quand même à continuer à vendre des livres en allant à la poste envoyer leurs bouquins, comme nous on pourrait le faire avec Hécatombe par exemple. Après, il y a des gens qui sont plus ou moins dynamiques sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'Hécatombe, on n'est pas super doué pour ça. On aurait bien besoin d'une petite formation, mais. Oui, mais plus généralement, je crois qu'il y a un intérêt quand même, enfin une réflexion en tout cas qui a été nourrie par cette pandémie, de la question des modes de production, des modes de consommation, Bien sûr. de la dimension locale, de l'artisanat, enfin, du faire. Qui sont en général au cœur de ces dynamiques Ouais, de micro-édition, finalement, enfin quand c'est possible. Quoi. Donc, ouais, cette période nourrit encore plus cette réflexion qui anime déjà les acteurs de cette scène-là. Donc, on n'est pas tellement surpris, mais en même temps, ça Après, c'est sûr que tous les événements sur lesquels ces petites maisons d'édition comptaient, pour le coup, ont tous été annulés cette année. Pour le coup, c'est aussi un manque à gagner pour ces structures. Ouais. Car en vente directe, en fait, il se passe quand même des choses quand tu rencontres les gens. Pour nous, c'est un moment qui est aussi important, en tout cas, de pouvoir enfin montrer aux gens un peu ce qu'on a fait, voir si ça les intéresse, pouvoir en parler. Ces moments de salon qui sont, comme le Monceau Festival, ils sont importants. les conventions, en fait, qui sont aussi des espaces de vente, et puis qui sont très fréquentés, très. Ça, les expositions. Ouais, il y a ça en moins. Merci. Est-ce que, encore un mot de conclusion? Vivement 2021. Vivement 2021, qu'il puisse y avoir, avoir plein de nouveautés dans. Se retrouver démasqué. Voilà, c'est ça. Merci, à vous les studios.